J'ai décidé de relever le défi de Myriam, à savoir lire un texte, une histoire qui nous a touchés ou tout simplement pour le plaisir de partager. Et je vais vous partager une histoire qui s'appelle adopteunzombie.com. C'est tiré d'un recueil de petites histoires de Josiane Balasco, Jamais plus. Voilà. Durant des millénaires, l'humanité s'était posé la question: qu'y avait-il après la mort? Et nous avions enfin la réponse. Il existait effectivement une vie après la mort et c'était pas terrible. Au début, ça avait semé une sacrée panique. Pourtant, nous avions été nourris pendant des décennies à coups de feuilletons, de BD, sur les zombies, à grands coups de renfort de latex, de viande hachée, de litres d'hémoglobine et de tonnes d'effets spéciaux, tous plus gerbants les uns que les autres. Nous aurions dû être préparés à voir déambuler des morts-vivants en loques dans la rue de nos cités. Mais ces monstres de cinéma ne ressemblaient en rien à ceux auxquels nous étions confrontés. Les scénaristes s'étaient collés le doigt dans l'œil jusqu'au fondement. Nos zombies, à nous, ne mangeaient pas de chair humaine. Ils n'étaient pas guidés par un besoin insatiable de bouffer du vivant. Nos zombies étaient, à nous, recherchés avec gloutonnerie de la chaleur humaine. Ils chassaient le Pékin imprudent dans le seul but de lui faire ce qu'il faut bien appeler des câlins. Des gros câlins, puants, suintant de liquide corporel. Par-dessus le marché, nos zombies adoraient le glucose. Tout ce qui était sucré les rendait dingues. Leur première victime fut un diabétique, qu'ils commencèrent par câliner et finirent par déguster morceau par morceau. Vous me direz, si vous n'aviez pas ce genre de pathologie, vous étiez peinard. Quitte à essuyer quelques caresses putrides et bien baveuses de nos chers disparus. Mais pas mal de gens succombèrent tantôt à des crises cardiaques, tantôt à des méga-réactions allergiques, à tous les germes que nos zombies distribuaient généreusement à chaque étreinte. Et pas question de leur éclater la tête pour les arrêter. Là-dessus aussi, les scénaristes s'étaient plantés. Un coup de pelle, de hache, de fusil dans le crâne les faisait seulement tituber. Vous vous retrouviez couvert de matière cérébrale et ils continuaient frénétiquement à vous serrer dans les bras, visqueux, non pas en grognant, mais en ronronnant. Curieux. Ces choses-là ronronnaient comme des chats. La première mesure prise, au vu de toutes ces données, fut de balancer des tonnes de sucre en poudre sur leur passage, d'attendre qu'ils se rassasient en tas et puis de les brûler au lance-flammes, ou plus exactement de les caraméliser. Ça avait bien fonctionné au début, bien sûr. C'était douloureux pour les familles de voir cramer papy ou mamie ou le petit frère trop tôt disparu. Et puis il y eut le cas du rescapé. En flammes, il a réussi à ramper au pied d'un soldat et à lui caresser les chevilles d'une main encore intacte, dans un ultime ronronnement. Du coup, les réseaux sociaux qui s'enflammèrent, la vidéo devint virale et un mouvement spontané piétina pour qu'on renvoie la question des zombies. Avait-on le droit d'exterminer d'une façon aussi barbare des êtres qui, après tout, ne voulaient qu'un peu de tendresse? Les autorités répondirent qu'avec un nombre estimé à 2 milliards de sujets, il était quasi impossible de faire dans le social. Et qu'avec ces putains de morts-vivants, ce ne fut pas exprimé officiellement, mais une fuite révéla au grand public les termes exacts employés par les gouvernements, le monde courait droit à une catastrophe économique d'une ampleur sans précédent. Ce n'était pas totalement faux. Les vergers étaient dévastés, les rayons confiture des supermarchés mis à sac malgré les lance-flammes. Les fabricants de bonbons, de chocolat, de pâtes à tartiner, de biscuits en tout genre faisaient faillite les uns après les autres. Et comment bosser au bureau, à l'usine ou dans les champs avec des choses collées à vous, dont la pestilence faisait vomir l'objet de leur affection, sans compter les vêtements bons à jeter et le nettoyage au Karcher après leur passage. Les chefs de gouvernement ne sortaient pratiquement plus de leur bunker, ne communiquaient plus qu'en visioconférence, et le commun des mortels se débrouillait comme il pouvait, s'aventurant dehors, les poches pleines de paquets de sucre en poudre, le plus courageux s'armant d'un fer à souder, car les zombies brûlaient particulièrement vite. Et comme les gens continuaient à mourir, ce qui, en temps normal et dans l'ordre des choses, la situation s'aggravait.
Le monde entier puait, mais ça, on avait fini par s'y habituer. Les scientifiques déclarèrent que cet instable phénomène était dû à un virus, une nouvelle qui n'étonna personne. Les auteurs de science-fiction nous y avaient préparés. Sur ce coup-là, ils avaient vu juste. Finalement, ce qui résistait le mieux, c'était le salé et le numérique. Le mouvement pro-zombie, pris sur la toile d'une ampleur insoupçonnée, faisait du zombie martyr sa figure emblématique. Ses membres le baptisèrent Zombies. Au début, ce nom déchaîna les railleries, mais en fin de compte, il correspondait assez bien au comportement de nos morts vivants. Lorsque les fucking motherfuckers créèrent leur fameux rap Fuck Me Zombies, le titre devenu immédiatement un tube interplanétaire. Et puis le sucre vint à manquer. Pour l'humanité, accro à cette substance, les effets ne tarda pas à se manifester. Dépression, morosité, nervosité, élan incontrôlé d'agressivité, dans les cas extrêmes suicide, ce qui alimentait les troupeaux de zombies. Après concertation, les pouvoirs en place décidèrent de relancer la production du tabac à bas prix. On déversera par gros porteurs des tonnes et des tonnes de cartouches sur le pays les plus touchés. Le passage d'une drogue à une autre s'effectua avec plus ou moins de succès, à grand renfort de slogans dont le plus connu « Manque de sucre, nicotisez-vous », on devint fumeur par nécessité. Le plus dur fut que, pour les enfants, gavés de sucreries dès leur plus jeune âge, on créa pour les familles des cartes de sucre qui donnèrent droit à de parcimonieuses rations uniquement réservées aux plus jeunes. Le côté positif de l'histoire fut de voir le nombre d'obèses chuter de 50%, les dirigeants du tiers-monde obligés de mettre la main à la poche sur leurs réserves personnelles, qui étaient devenues personnellement, entendons-nous, pour distribuer de la nourriture aux plus démunis et ralentir les morts par malnutrition. De nombreux États suspendirent l'application de la peine de mort. Pendant que le monde se réorganisait, tant bien que mal, les zombies, dans leur quête permanente de câlins, traquaient les vivants sans relâche. Des hordes déambulaient dans la rue, et malheur aux promeneurs isolés, victimes de cette sorte de sangbang. C'est alors qu'un début de solution arriva. Non pas des hautes sphères gouvernementales, mais par le biais d'une charmante petite ouvrière allemande qui travaillait dans une fabrique de saucisses de Francfort. Angela, appelée ainsi par ses parents, en l'honneur de la chancelière, qui à 87 ans était toujours à la tête du pays. Angela, donc, après réflexion, se dit que l'action individuelle serait peut-être plus efficace que l'action de groupe. Elle avait testé cette stratégie lorsque son usine avait menacé de se délocaliser en Tchéquie. Les grèves menées par les syndicats n'avaient abouti qu'à une impasse. L'usine était la propriété exclusive d'une famille richissime qui avait assis sa fortune sur l'élevage industriel des porcs et le retraitement des déjections en engrais. Il avait ensuite investi dans les produits cosmétiques à bas coût et fournissait la gélatine utilisée pour les préparations. Bref, pour eux, tout était bon dans le cochon. Jusqu'au moment où Angela s'était acheté une GoPro, avait dragué un benet employé dans une de ses gigantesques porcheries, qui lui avait permis d'y entrer, et avait réalisé une vidéo décrivant l'insoutenable réalité de ces camps de la mort porcin, qu'elle avait balancé sur le plus gros site de défense animale du pays, composé de purs et durs végétaliens, pour la plupart, qui n'avaient pas peur d'aller directement à la baston. Malgré la présence des forces de l'ordre, les nombreux activistes engagés dans les lieux avaient réussi 1. À libérer quelques centaines de cochons, 2. À alerter massivement l'opinion, 3. À déstabiliser durablement les propriétaires de l'entreprise, qui eurent soudain d'autres chats à fouetter que la délocalisation de la fabrique de saucisses. Angela avait sauvé sans doute quelques personnes, les emplois de quelques 150 employés, et grâce à elle, les élevages industriels furent sévèrement réglementés. C'est alors que la horde de morts-vivants affamés d'affection avait déferlé sur le pays. À cette époque, Angela avait quitté l'usine, était devenue végétalienne et travaillait comme serveuse dans une pizzeria. La pizzeria présentant un taux élevé de glucides, le nouveau amateur affamé s'y ruèrent et Angela dut essuyer, au sens propre, de nombreuses reprises, les effusions insistantes des zombies. Or, malgré de multiples et savantes études menées sur le comportement, aucune n'avait encore souligné le fait que les zombies pouvaient être rassasiés et qu'une fois rassasiés, ils sombraient dans un sommeil comateux qui durait des heures. De cela, Angela se rendit compte le jour où un gamin zombies s'accrocha à sa jupe et où elle n'eut pas le cœur de le rejeter d'un coup de pelle.
Elle lui caressa légèrement la tête, du moins ce qu'il en restait, en retenant sa respiration, et il s'endormit à ses pieds. Il suffisait de rendre le câlin. Évidemment, c'était plus facile à dire qu'à faire. Passer au-dessus de la répulsion et accepter d'être englué dans les bras et oublier la pestilence qui persistait malgré de nombreuses ablutions. D'où l'idée brillante qui germa dans sa tête. Si chacun adoptait un zombie, le problème serait réglé. Suivant une stratégie qui avait plutôt bien marché, Angela séduisait un jeune et talentueux informaticien. Elle n'eut d'ailleurs pas trop à forcer. Il était plutôt beau gosse. Emballé par le concept, Dieter l'aida à créer le site désormais mondialement célèbre adopteunzombies.com. Ils furent les premiers à adopter 3 spécimens, leur créant un espace réservé dans la maison du jeune homme. Vu le succès quasi immédiat du site, ils lancèrent des tutoriels indispensables aux futurs adoptants. Comment surmonter son dégoût? Combien de contacts par jour? Comment se protéger des miasmes? Comment retrouver un parent décédé? Angela et Dieter étaient riches, célèbres et bourrés d'idées, tous plus rentables les unes que les autres. Merchandising en ligne avec les lessives spéciales, déodorants, habitats en kit, vêtements jetables et assurances zombies en cas d'infection ou d'allergie. Elle dépensa une grande partie de cette richesse pour créer des sanctuaires animaliers, créant de multiples fondations à travers le monde. Dieter et elle vécurent heureux pendant de nombreuses années, n'eurent pas d'enfants, mais adoptèrent au total une dizaine de zombies. Jusqu'au jour où Angela surprit Dieter en train de se bourrer en cachette de beefsteak haché. Anéantie par cette trahison, elle divorça. Désespéré, incapable d'imaginer sa vie sans elle, Dieter choisit l'ultime solution de ne pas être séparé d'elle, il se suicida. Et Angela adopta un 11e zombie. Voilà, une petite histoire pas piquée des vers, un petit peu rigolote, un petit peu absurde, mais qui a un petit fond de vérité quand même. Voilà, bisous bisous, c'était tout cadeau.